Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de rester fidèles au programme de Wolf et bienvenue dans votre émission Opinion qui a le plaisir et l'honneur de recevoir Moussa Touré. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour Pierre-Edouard. Merci d'avoir bien voulu de nouveau venir répondre à notre invitation. Vous savez Pierre-Edouard, c'est toujours pour moi un grand plaisir de venir sur votre plateau, donner mon opinion dans cette émission Opinion sur les sujets qui préoccupent les Sénégalais. Vous êtes le président de Citoyens pour l'éthique et la transparence, Set Diarigne Samareu, ancien ministre de l'économie, des finances, du plan et du commerce et ancien président de la commission de l'UEMOA. Le débat cette semaine est fortement économique, cela n'arrive pas souvent. Cette semaine, on est passé presque par toutes les émotions, avec d'abord le rapport du FMI qui classe le Sénégal parmi les 25 pays les plus pauvres de la planète. Ensuite, avec le rapport Doing Business, rapport dans lequel notre pays fait un bond de 3 places. Nous allons démarrer d'abord avec le rapport polémique du FMI. Le Sénégal, à votre avis, est-il à sa place, c'est-à-dire 25e pays le plus pauvre de la planète? Vous avez raison Pierre-Edouard de dire que le débat pour une rare fois au Sénégal porte sur l'économie, c'est-à-dire sur un sujet qui concerne l'ensemble des Sénégalais. C'est tellement vrai que ça a presque, je dis presque, évacué un autre débat qui est lui de caractère purement politicien, mais qui est en train de revenir à la charge. Vous dites que c'est une bonne chose qu'on parle de politique maintenant, ou bien d'économie dans notre pays de plus en plus? Je ne suis pas sûr que la politique fasse vivre les Sénégalais, surtout telle qu'elle est pratiquée pour l'essentiel au Sénégal. C'est pourquoi je parlais de politique politicienne, c'est-à-dire une politique au ras des pâquerettes, une politique qui ne parle pas de projet, de programme, de vision, mais qui parle plutôt de partis politiques, et dans les partis politiques, d'hommes et de femmes, dont le destin est certes important, mais important surtout pour eux et pour leur parti, leur formation politique, leur clan, mais beaucoup moins important pour l'ensemble des Sénégalais. Or, l'économie concerne l'ensemble des Sénégalais parce que c'est l'économie qui les fait vivre aujourd'hui et c'est l'économie qui trace les sillons pour leur vie de demain et la vie de leurs enfants et de leurs petits-enfants. Ça me semble central. Et je me souviens d'un président de la République qui disait il faut que le ministère de l'économie, des finances, du plan et du commerce marche. Pendant ce temps, le ministère de la culture, des sports ou ces ministères peuvent faire autre chose. Mais ces ministères-là ont besoin que le ministère de l'économie et des finances marche parce que c'est ce ministère qui leur procure le nerf de la guerre. Donc c'est essentiel, c'est fondamental. Donc, vivement que le débat soit économique. Il faut qu'il le redevienne, d'autant plus que nous avons des défis énormes au plan global, et nous en reparlerons à propos de ce rapport-là, mais même au plan sectoriel. Nous sommes dans la grande expectative de l'autosuffisance alimentaire. Nous sommes dans un grand problème de crise du secteur de la pêche. Nous sommes dans un grand débat de crise du tourisme. En fait, j'aurais dû dire dans quel secteur, dans quel domaine il n'y a pas de débat aujourd'hui. Parce que ce serait plus simple. Quel que soit le domaine qu'on puisse aborder, nous sommes en crise. Et ce n'est pas le dire de manière partisane ou de manière manichéenne. C'est une réalité que vivent les Sénégalais tous les jours que Dieu fait. Oui. Maintenant, le débat de l'heure, c'est le rapport du FMI. Le Sénégal est-il à sa place? Je dois avouer et répéter encore que lorsque j'ai eu connaissance de ces chiffres-là, c'est-à-dire le Sénégal 25e pays le plus pauvre du monde, donc parmi les 25 plus pauvres du monde, ça c'est un point. Et le deuxième point, qui me semble le plus important d'ailleurs, c'est de dire que notre produit intérieur brut, c'est-à-dire la richesse de chaque Sénégalais par tête d'habitant, est passé de 1079 dollars en 2014 à 934,6 dollars en 2015, ce qui équivaut à une baisse de plus de 14%. C'est colossal.
ce que contestent les autorités. Il y a le ministre des Finances qui dit en 2015, si on devait partager la richesse nationale, chaque Sénégalais aurait 567 000 francs contre 554 000 en 2014. L'objectif donc est plus important en 2015. Moi, comme je vous le dis, lorsque j'ai eu connaissance de ces chiffres-là, j'étais sidéré. Parce que je peux dire qu'en matière économique, à moins qu'il y ait une guerre totale dans un pays, ou une crise qui bloque tout le pays, un phénomène de ce niveau-là, d'une année à l'autre, est presque impossible. C'est pourquoi je me suis posé des questions. Mais en vérité, j'ai entendu beaucoup de membres du gouvernement s'exprimer sur ce sujet-là. J'aurais été conforté si les arguments qu'ils avançaient étaient tous les mêmes. Mais même dans leur argumentaire, certains ont contredit d'autres. Ça, c'est la première des choses. Et d'ailleurs, je vais faire une petite incise à ce sujet-là. C'est bon de communiquer. Mais il faut communiquer sur du concret, sur du réel. Il faut éviter de communiquer pour communiquer, ce qui amène des membres du gouvernement et des hauts fonctionnaires, tous ensemble de s'exprimer sur un sujet. C'est comme si dans un orchestre, tous les membres de l'orchestre avaient le même instrument, jouaient le même instrument. Or, comme on le dit de manière familière, chaque membre de l'orchestre doit jouer sa partition et ça fait une symphonie et de faire une cacophonie comme ce à quoi qu'on assiste. C'est quoi? Il y a une cacophonie au sommet de C'est-à-dire, l'État, dans la communication gouvernementale. Il y a des membres du gouvernement, de par leur responsabilité, leur fonction et peut-être même de leur itinéraire, ne doivent pas s'exprimer de manière autoritaire sur certains sujets parce qu'ils ne sont pas vraiment crédibles. Ils n'en savent pas plus que le Sénégalais auquel ils s'adressent. Une affaire comme celle-là, je comprendrais que le ministre des Finances, son ministre délégué, le Premier ministre peut-être puisse s'exprimer là-dessus. Mais on a entendu tout le monde en parler et beaucoup de ces gens-là ignorent de quoi il s'agit au fond. Oui, cette cacophonie traduit-elle une panique au sommet de l'État? Oui, je pense, parce que, vous savez, le débat aurait été si le Fonds monétaire international, le FMI, tout de suite avait dit c'est faux, ce n'est pas vrai. D'autant plus que pendant que le débat était en cours, le Fonds monétaire international s'est réuni ici à Dakar, à l'hôtel Radisson, je crois. C'était l'occasion rêvée de dire bon, cela c'est pas vrai, donc le débat aurait été clos. Mais je crois même savoir que certains de vos confrères ont eu à interroger des responsables du Fonds monétaire à Washington qui ont confirmé cette chose-là. Alors c'est ça qui est troublant. Mais si ce qui est dit dans ces chiffres-là est vrai, ça veut dire quoi? Je ne veux pas vous embarquer dans des démonstrations trop techniques, mais ça veut dire qu'au lieu d'avoir les 6% de croissance qu'on nous a promis en 2015, nous aurions reculé de près de 10%. Plus de 10%, ce qui est colossal, comme je le dis. Ça veut dire un écart 6 et 10, 16% de différence, c'est énorme. Alors, voilà où nous en sommes. Mais, jusqu'à preuve du contraire, le Fonds monétaire, de manière institutionnelle, officielle, n'est pas venu démentir ces chiffres-là. Que dire de la sortie alors de Roger Nord, directeur adjoint du département Afrique du FMI, qui dit les chiffres qui démontrent que le taux de croissance au Sénégal demeure fort sont les chiffres exacts. Là, on a l'impression que le FMI fait dans le crayon obscur. Il souffle le chaud et le froid. Je crois qu'il faut que le Sénégalais sache une chose. Le Fonds monétaire international, comme la Banque mondiale, et comme d'ailleurs les autres institutions à caractère économique, la BAD ou autres, sont certes des institutions spécialisées dans un domaine. Mais vous savez, quand une institution est puissante, trop grande, elle ne peut pas se confiner à des domaines purement techniques. Elle est obligée d'intégrer soit la politique, soit la diplomatie ou les deux. C'est pourquoi, lorsque le Fonds monétaire fait un rapport, lorsque la Banque mondiale fait un rapport, ou lorsqu'un responsable du Fonds monétaire de la Banque dit une chose, il faut au-delà des mots savoir déchiffrer ce qui est dit, comme savent
parler les diplomates. Qu'est-ce que vous avez détecté dans ces propos de M. Lenor? Moi, je voudrais bien les croire, ces propos. Mais de notre façon, on nous a dit aussi que ces chiffres-là, cette situation-là, 25e pays le plus pauvre du monde, est vrai. Alors, qui croire? Je serais tenté, si je n'avais pas une confiance absolue en nos services économiques, statistiques, prévisions, ANSD, etc., de dire que quelque part, il y a eu quelque chose qui ne va pas. Mais là aussi, c'est difficile parce que on nous a tellement habitués à nous communiquer des chiffres qui ne sont pas toujours fiables. Je donne souvent l'exemple qui a été relevé dans le document du PSE, où, dans la version française de l'introduction du résumé, on nous dit que nous sommes 14 millions de Sénégalais, et quelques pages après, 5-6 pages après, dans la version en anglais, on nous dit que nous sommes 13 millions. 13 millions, 14 millions, c'est une différence trop forte. Ou alors, peut-être que c'est ceux qui ont élaboré le document qui n'ont pas été assez vigilants, ce qui peut-être tendrait à soutenir qu'il y a une certaine légèreté dans l'élaboration et la confection de ce document-là. Voilà un peu le problème que nous avons. Mais au-delà de cela, vous savez, plus pauvre, moins pauvre que les autres, ce n'est pas tellement pour moi là qu'est le débat. C'est soi-même d'être riche ou d'être pauvre. Parce que si le monde entier est riche, ou si le monde entier est pauvre, et qu'on est un peu moins pauvre, on dira qu'on est parmi le premier riche. N'est-ce pas? Ce n'est pas en termes de comparaison, c'est en termes de situation réelle, concrète, sur le terrain, dans le pays, dans les foyers, dans les ménages. C'est ça qui est le plus important. Et moi, je voudrais bien qu'on puisse confirmer ce taux de croissance de 6% qu'on nous promet pour 2015, parce que ce serait pour le bien, j'allais dire, de tous les Sénégalais. Ce n'est pas évident d'ailleurs, parce que 6%, c'est très bien. Mais si c'est 6% qui sont confisqués par une petite équipe, par un petit groupe, soit d'affairistes ou de politiciens, les autres Sénégalais n'en profiteront pas et ils resteront au même stade qu'avant. Oui, oui. Donc, au-delà même de la croissance, il y a le problème du développement qui est plus global. Et je le dis très souvent, il ne faut pas qu'on se batte seulement sur le terrain de la croissance. Il faut qu'on se batte sur l'aspect développement qui intègre les problèmes de santé, les problèmes d'éducation, de formation, parce que c'est là que se trouve la source principale qui doit amener à l'émergence. On a l'impression que la question de la croissance est devenue le cheval de bataille de nos gouvernants. Or, un homme politique disait qu'on ne mange pas la croissance. Ça peut se manger, comme je le dis encore une fois, mais à condition que ce soit bien réparti. Vous savez, si nous sommes 10 sur ce plateau ou dans ce studio-là, et qu'il y ait 1 milliard, si c'est partagé équitablement, chacun aura 100 millions. Mais si c'est moi ou vous qui prenez l'ensemble du milliard, les autres, ils n'ont rien. Et pourtant, il y a 1 milliard. Donc, il y a le problème de la répartition. Ça pose tout le problème du budget de l'État, tout le problème de la priorisation des différentes actions, des différents projets de l'État, etc., etc. Mais ça, c'est un débat qui est assez profond. Pour globaliser et résumer, ça pose le problème de la vision. Il y a un manque de vision. Tout à fait. Oui. Parce que je crois que c'est parce que la vision est absente, ou en tout cas est très faible, qu'on se focalise sur des chiffres. Et vous savez, il y a un éminent Premier ministre britannique, d'Israël, qui, à propos des chiffres, et plus précisément des statistiques, disait il y a 3 sortes de mensonges. Il disait le mensonge simple, le sacré mensonge et les statistiques. On peut leur dire une chose et son contraire. Mais ce qui est important, je crois, c'est de se focaliser sur la qualité, sur les aspects importants de notre pays. La gouvernance, le train de vie de l'État, la distance de l'État entre les différents groupes de Sénégalais sur le plan ethnique, sur le plan politique, sur le plan régional, etc. C'est là que se trouve
le fondement de notre futur au Sénégal. Bouteille à moitié vide ou à moitié pleine. En tout cas, il y a le Premier ministre qui dit que le Sénégal n'a pas à rougir de son classement, car selon Mohamed Dionne, notre pays est à la 19e position sur les 54 pays économiques d'Afrique, donc avec un PIB de 15 milliards de dollars. Quel est votre point de vue là-dessus? Oui, mais c'est là encore ce que je dis. Vous savez, se battre 19e, 20e, 21e, tout ça, là, c'est pas tellement là quel est le problème. Le problème, c'est est-ce que le Sénégal est pauvre? Est-ce que le Sénégal est riche? À votre avis, on est pauvre ou riche? Nous sommes plutôt pauvres. Nous sommes plutôt pauvres. Il faut dire la vérité, et même très pauvres. Comparé à la moyenne mondiale, comparé à d'autres pays. Maintenant, si nous nous comparons à certains pays de la sous-région, on peut se dire que nous sommes riches. Mais c'est relatif, encore comme je vous le dis. Mais intrinsèquement, nous sommes pauvres. Et on le voit dans la vie de tous les jours au Sénégal. On le voit à travers les coupures d'électricité. On le voit avec la pénurie d'eau dans certaines villes, certains quartiers où on leur promet de l'eau dans peut-être 2 à 3 mois. On le voit dans les problèmes de l'école. Tout à l'heure, en venant chez vous, ici, j'entendais parler de classes, comment on appelle ces classes-là, qui ne sont pas construites, qui sont faites de paille. Les abris provisoires. Abris provisoires, oui. Où les élèves sont en train d'étudier dans l'eau. On est pauvre lorsque, pour se faire soigner, il faut faire le tour de l'ensemble des hôpitaux de Dakar pour être admis, avant de pouvoir revendiquer la CMU. Que dire de tous les efforts consentis par le gouvernement, oui, mais pour améliorer les conditions de vie et d'existence des Sénégalais? Oui, mais vous savez, moi je dis, il n'y a pas de fatalité. Si moi, comme vous, chacun de nous Sénégalais était persuadé, dans sa plus grande conviction, que le gouvernement fait tout, l'État fait tout pour satisfaire les besoins des Sénégalais, on applaudirait. Même si ce n'est pas suffisant, on saurait que nous sommes sur cette trajectoire-là. Mais lorsqu'on assiste à des tas de choses à la périphérie et au cœur de l'État, on ne peut pas être convaincu de cela. Lorsque, comme je dis encore, il faut faire attention à la communication. Et tout à l'heure, je vous en parlais, on nous a tympanisé les oreilles en nous disant bravo, pour la première fois de l'histoire du Sénégal indépendant, notre budget dépasse 3 000 milliards, 3 022 milliards. Et ça a été disserté partout, partout. Or, ça n'a presque pas de signification. C'est le signe d'une bonne respiration. Non. Économiquement parlant. Absolument pas. Si vous avez lu la presse, vous avez hier, avant-hier, il y a un emprunt obligataire de 50 milliards qui a été lancé. Oui. On en lance et on en lance. Mais ce montant-là est déjà dans le budget. Ces montants sont dans le budget. Je veux dire en gros que ce budget, si les 58%, c'est-à-dire à peu près 1 700 milliards de francs CFA, proviennent de la sueur des Sénégalais, de leur travail. Mais les 1 300 milliards, c'est-à-dire presque 42%, c'est des dons que nous recevons. C'est des projets d'emprunt comme celui d'hier. Alors, si vous empruntez 1000, mettez dans votre budget, vous dites mon budget a augmenté de 1000. Pourquoi n'allez-vous pas emprunter 2000? Dites l'augmenter de 2000, mais dans cette affaire-là, où est votre mérite? Le budget, ce qui est important, c'est moins le montant du budget que de regarder en face des recettes qui sont réelles. L'utilisation qui en est faite, est-ce que ce sont des projets qui sont prioritaires? Est-ce que ce sont des projets qui sont les meilleurs, qui répondent aux besoins des Sénégalais? Sauf nihilisme quand même, 3 022 milliards, c'est quelque chose d'important pour notre pays. Je vous explique. Moi, je peux, si j'étais ministre des Finances ou président de la République, demain dire que je fais un budget de 4 000 milliards. Facile. Parce que je vais emprunter les 800 milliards, les 1000 milliards qui complètent. Oui, c'est parce que notre pays également a une bonne signature. Non, 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 il ne faut pas dire ça. Notre pays a une bonne signature, on lance un emprunt à 6,5%. La France, l'Allemagne, tout à 0%. Alors, pourtant, on est loin de la norme fixée par l'UEMOA qui est de 70% de dette. On parle de 5,4%. Non, ça c'est, vous savez,
j'ai entendu quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime évoquer ce problème de la dette, ce problème de la masse salariale et d'autres problèmes de ce genre-là. Lorsqu'on isole un élément, on peut disserter là-dessus à volonté. Mais il faut prendre en compte tous les éléments, la dette, la masse salariale, etc., etc. Et se dire que si on a fixé un plafond de la dette, si on a fixé un plafond de la masse salariale, ce n'est pas pour le plaisir. Ça ne veut pas dire non plus que de manière irréfragable. Si on dit 70%, ce n'est pas 80% ou ce n'est pas 65%. Parce que des experts se sont réunis, ont discuté, ont travaillé pour dire que à partir de ce moment, ça pose problème. Mais ça ne veut pas dire qu'en dessous de ce montant, ajouter à d'autres problèmes par ailleurs, que ce soit grave. Vous savez pourquoi on a fixé, dans le cas de l'UEMOA, j'étais président de la commission de l'UEMOA, le plafond de la masse salariale à 35% des recettes. C'est parce que, au moment de la dévaluation, en ce moment-là, les salaires des fonctionnaires représentaient dans beaucoup de nos pays presque 75 à 80% du budget. Je veux dire, le fonctionnement, salaire plus fonctionnement des ministères. Et il n'y avait presque pas d'investissement à partir des budgets des États. Donc on a dit, et même mieux encore, parce qu'une fois qu'on avait payé les fonctionnaires des États, ils n'avaient même pas d'instruments, de matériel pour travailler. On a dit, il faut qu'on réfléchisse sur un plafond, n'est-ce pas, de masse salariale. On a dit 35%. Vous savez, en Europe, le plafond des 3% du déficit budgétaire est très discuté. Et on dit même comme anecdote que c'est Mitterrand par rapport à je ne sais pas quoi, dans un déjeuner qui a dit, bon, on a dit 3%. C'est vrai, mais au moins c'est quand même oui. Quelque chose qu'on se fixe. Le ministre délégué chargé du budget parle d'endettement prudent. Est-ce que vous le comprenez? Est-ce que vous le saisissez quand il le dit? Je ne sais pas, là aussi la prudence est relative. Prudence au Kakatar, prudence au Ndjombor. Que voulez-vous dire par là? Je veux dire par là oui. que Kakatar, s'il est prudent, ça ne change pas tellement son rythme. Or, Ndjombor qui est rapide, s'il est prudent, ça peut... Voilà la différence. Prudent, pas prudent. Ce que je veux simplement dire, c'est que, vous savez, le problème de la dette a une longue histoire. En 2000, notre dette publique était de 2665 milliards de francs CFA, autour de cela. En 2005-2006, des États et des institutions internationales nous ont accordé des remises de dette. Et cette dette publique est tombée à 800 et quelques milliards. C'est-à-dire, les 2 tiers nous ont été abandonnés par remise de dette. De 800 milliards au moment de la deuxième alternance, on était remonté et dépassé les 2600 et quelques milliards de 2000. Et aujourd'hui, nous sommes à presque 4300, même 4500 milliards. Il y a une augmentation très importante. De 2600 et quelques à 4500 milliards. C'est prudent, c'est supportable. D'accord. Mais lorsqu'on sait qu'entre 2013 et 2014, cette dette a augmenté de 23%, 3300 et quelques à 4000 et quelques. Certains vous diront que les États-Unis font partie des pays les plus endettés de la planète. Ce n'est pas la même chose. Parce que les États-Unis, c'est eux qui émettent le dollar. Nous n'émettons rien, nous, même pas le franc CFA. Ils émettent le dollar. Oui. Ils peuvent en émettre tant qu'ils veulent. Justement, c'est l'un des arguments des autorités, surtout du ministre, ou en tout cas du Premier ministre, concernant le classement du Sénégal. Il dit que c'est faux parce que le Sénégal a été évalué sur la base du dollar. Est-ce un argument valable? Oui, avant de venir, je vais vous raconter une petite chose. Est-ce que vous avez vu un pays au monde où on donne à quelqu'un un dollar, il le refuse? Moi, j'ai été victime d'un vol de mon sac à Copenhague. Et lorsque j'ai retrouvé le sac, ils avaient pris, à l'époque, les francs français, les dollars que j'avais,
il m'avait laissé le CFA. C'est clair ce que je vous dis. Or, Parce que le CFA n'a pas de valeur là-bas, mais hors de l'Afrique. Or, les États-Unis émettent du dollar quand ils veulent. C'est ça la différence. Quelle était votre question, Alaya? Oui, quand le Premier ministre dit que le Sénégal a été pénalisé dans ce classement parce qu'il a été évalué sur la base du dollar. Or, nous, notre devise, c'est le CFA. Bon, ça aussi, ça a été avancé. Il y a une question qu'il faudrait que les gens qui ont fait le document éclairent. Est-ce que c'est le PIB nominal ou le PIB réel? Parce que pour éviter justement ces problèmes de change entre le dollar et le CFA ou l'euro, hein, Là, on a perdu au change. attendez, on dresse ce qu'on appelle le PIB réel, qui neutralise les effets de change. Bon, dans le cas d'espèce, on ne sait pas. Mais, même si c'était le PIB nominal, je dis que une différence de cette sorte me semble impossible. Parce que c'est vrai que l'euro, le franc CFA, a beaucoup baissé par rapport au dollar. Mais cette baisse est surtout intervenue fin 2012 jusqu'en 2013. Je veux dire par là qu'entre les deux dates, 2014-2015, l'évolution du dollar par rapport à l'euro, donc par rapport au CFA, a été très minime, de l'ordre de quelques centimes d'euros. Ce n'est pas suffisant pour C'est pas significatif pour expliquer, expliquer cette différence énorme. Voilà le problème. Oui. Et quand le Sénégal nourrit l'ambition de figurer parmi le top 10 des économies africaines, est-ce est-ce que nos autorités sont de doux rêveurs? Ou bien en tout cas, vous pensez que c'est possible? Dans quel sens? Aussi, ça, il faut, parce que les économies les plus performantes. Performantes, vous parlez de doing business ou des choses comme ça, ou bien alors économie... Économie prise de manière globale. De manière globale, c'est pas possible, d'abord. Ça, c'est pas possible, parce que nous sommes un petit pays. Nous sommes un petit pays. Et qui, de plus, n'est pas doté de richesses extraordinaires. Donc, ça, c'est des illusions. Deuxièmement, si c'est en matière de performance, ce qu'on appelle tout le pays qui est le plus réformé, là aussi. Puis, il faut qu'on fasse attention. Lorsque là, nous entrons dans le doing business. Ces indicateurs nous sont défavorables, on dit que c'est faux, on fait un procès d'intention, un procès en sorcellerie aux gens qui ont fait ça. Et lorsque c'est bon, on applaudit, on danse, on chante. Mais dans cette danse et cette chanson-là, il faut être prudent. Parce que réforme, le pays qui a le plus réformé, tout ce que la Banque mondiale veut ne correspond pas à tout ce que le Sénégal veut. Tout ce que le Fonds monétaire veut ne correspond pas à tout ce que le Sénégal veut. Il y a des choses qu'ils veulent, qui correspondent à des réformes qui fonctionnent. Je vous donne un exemple. Quand j'étais ministre des Finances, on avait besoin de fonds, de finances. Et le Fonds monétaire est venu ici me proposer comme mesure de créer une taxe sur les cartes de séjour de nos frères africains qui vivent au Sénégal. Sans consulter le président de la République, ni le Premier ministre d'ailleurs, parce qu'il n'y en avait pas à l'époque. Je leur ai dit, ça, ce n'est pas dans notre tradition. Jamais moi, Moussa Touré, je ne vais prendre des initiatives pour faire payer à nos frères mauritaniens, maliens, gambiens, guinéens des droits pour de cartes de séjour au Sénégal. Mais ils sont allés vendre ça dans un autre pays, la Côte d'Ivoire. C'est mon frère, notre frère et ami, le président Ouattara, qui était Premier ministre. Ils l'ont fait là-bas. Qu'est-ce que ça a amené? Vous avez vu ce qui s'est passé après? L'ivoirité. L'ivoirité. Alors, vous prenez une mesure comme ça, on applaudit, bonne réforme. Vous ne la prenez pas, mauvais élève. Alors donc, il faut savoir, si demain, nous disions au Sénégal, pendant la période de récolte des oignons sénégalais, comme on le fait depuis notre temps, depuis avant, pendant cette période-là, on interdit l'importation d'oignons de l'étranger. N'est-ce pas? Jusqu'à ce que notre production d'oignons soit terminée. Si on prenait une mesure demain pour dire il n'y a plus ça, on peut importer des oignons à tout moment, ce serait un bon point dans le cadre du doing business. Donc, il faut être prudent dans ces appréciations-là. Oui, mais... Moi, ce que je voudrais, c'est que nous refusions d'être des élèves qui courent après une bonne note du maître. Parce que ça veut dire que vous prenez le maître pour Dieu. Or, il n'y a de Dieu que Dieu. Christine Lagarde avait appelé de tous ses voeux à ces réformes-là.
devant l'Assemblée nationale, elle disait que le PSE était un plan réaliste, mais il faut qu'il y ait des réformes. J'aime bien Christine Lagarde, mais qu'est-ce qu'elle avait fait en France pendant qu'elle était ministre des Finances? Est-ce qu'elle avait fait des réformes suffisantes pour sortir la France de Sarkozy, des difficultés qu'elle avait et qui continuent jusqu'à aujourd'hui, qui se sont aggravées? Pourquoi ne l'a-t-elle pas fait en ce moment-là? C'est facile, là où on est dans son fauteuil, son bureau climatisé, comme votre studio là d'ailleurs, hein, de dire il faut faire, il faut faire, il faut faire. Mais ce qu'on n'a pas fait soi-même pendant qu'on était à la manœuvre, il ne faut pas demander aux gens de le faire. Tout à l'heure, je vous parlais de mon frère Ouattara, qui était directeur du département Afrique au Fonds monétaire international, qui nous a amené à faire. Mais une fois qu'il est devenu Premier ministre, qui est devenu président en Côte d'Ivoire, il a été confronté aux réalités du pays. Mais est-ce que le FMI n'a pas un problème de cohérence? Quand Christine Lagarde dit que le PSE était réaliste, aujourd'hui, le FMI revient pour mal classer le Sénégal. Vous savez, la cohérence ou l'absence de cohérence du FMI, c'est l'absence de cohérence des Sénégalais. Quand Abdou Diouf était dans la République, tout le monde était dioufiste. Andak Abdou, je ne sais pas, ce genre de choses-là. Quand le président est venu, tout le monde était wadiste. Maintenant, c'est Macky Sall qui est maquiste. Le Fonds monétaire, la Banque mondiale, c'est la même chose. Le directeur général, au fond, le président de la Banque mondiale, c'est eux qui fixent la direction. Et quand ils fixent une direction, ceux qui, sous leurs prédécesseurs, travaillaient dans un sens, vont changer radicalement de cap pour suivre la direction. Donc, ce que le fonds ou la banque pense, c'est ce que leur responsable pense, et ce n'est pas forcément parole d'évangile. Oui, et pourtant, on semble accorder trop d'importance au rapport de la Banque mondiale, du FMI. C'est quoi? Que valent ces rapports? Comme je vous dis, c'est des rapports qu'il faut étudier, qu'il faut lire, et à apprendre et à laisser. Il ne faut pas suivre aveuglément ce qui est dit. Alors, si vous ne le faites pas, vous prenez ça comme argent comptant, on dira oui, vous êtes le meilleur élève, vous êtes premier au doing business. Hein? Mais est-ce que votre population va y trouver son compte? On est premier parce qu'on fait le jeu des institutions financières. Et comme je vous dis, c'est un jeu. Vous savez, la scène internationale, c'est un jeu. Regardez l'Organisation des Nations Unies, l'ONU. Tout ce qui se passe là-bas, c'est un jeu. Dernièrement, s'agissant de la levée, c'est moi qui fais diversion, la levée de l'embargo sur Cuba, 198 pays ont voté pour la levée. 2 États ont voté contre, États-Unis et Israël. Ça n'a servi à rien. Pourquoi? Parce que ce n'est pas là-bas que se trouve le pouvoir. À l'ONU, c'est au Conseil de sécurité. Et au Conseil de sécurité, ce n'est pas le Sénégal qui va y être demain. On a notre place là-bas maintenant. J'y viens. Oui. Qui va y être demain parmi les 10 membres non permanents qui va décider. Ce sont les 5 permanents qui vont décider. Il faut qu'ils soient tous les 5 d'accord. Or, sur ce problème de Cuba dont je parlais, les États-Unis ne seront jamais d'accord. Donc, ce n'est même pas abordé là-bas. Sur ce problème dont vous parlez. Oui. Une grande victoire pour notre diplomatie. Oui, alors, ça aussi, c'est comme je vous dis, vraiment, bon, c'est vrai qu'il y a des Sénégalais qui sont crédules. Heureusement qu'il y en a de moins en moins. Mais il faut arrêter de dire n'importe quoi, de faire croire aux gens, de faire prendre des récits pour des lanternes. Les membres non permanents du Conseil de sécurité, ils sont 10. Ces 10 postes tournent tous les 2 ans. Ils sont répartis selon les continents, selon les zones, etc., etc. Et au sein de ces groupes-là, ils désignent l'un d'entre eux pour y aller. Mais si tu vas aujourd'hui, demain, ce sera un autre, ainsi de suite. C'est ce qui explique que le Sénégal n'y soit que tous les 20 ou 25 ans. Parce que c'était le tour du Sénégal. Parce que la Gambie y a été. Parce que tous ces pays-là y ont été. Donc, où est le mérite? Si ça se trouve, il n'y a même pas de challenge. Un triomphe de notre diplomatie. Mais c'est ce que je vous explique. Où est le triomphe? C'était notre tour, en quelque sorte. Ça n'a rien à voir avec la politique que mène le gouvernement. Vous savez, il y a des pays qui sont des dictatures, des pays qui n'existent pratiquement plus, ou qui sont dans des situations extraordinaires, qui deviennent membres du Conseil de sécurité. Notre pays n'a aucun mérite dans ce sens. Mais je vous dis, franchement, c'est chacun son tour. Si le Sénégal y avait été il y a 5 ans
Et il entre encore aujourd'hui, il dit bravo, c'est notre mérite. Mais comme je vous explique, c'est tous les 20, 25 ans, et chacun y passe, chacun y passe, chacun y passe. Il n'y a pas un pays de notre sous-région, l'espace UEMOA ou l'espace CEDEAO, qui n'a pas été membre du Conseil de sécurité. Or, il y a quand même beaucoup de ces pays-là à qui on ne peut pas décerner un diplôme de démocratie, de bonne gouvernance, de bonne justice, etc., etc. Je vous explique. Il y a une cour des droits de l'homme africaine. Vous savez où elle est basée? Gambie. Chez Yaya Jammeh. Chez Yaya Jammeh. Oui. Alors, vous trouvez à redire? Est-ce que Yaya Jammeh, on met tout de côté, peut se dire, ah, ça a été fait chez lui parce que c'est le pays le plus démocratique, où il y a la plus grande justice en Afrique? Non. C'est des jeux politiques, c'est des jeux de choses. Mais là, comme je vous dis, franchement, cette affaire-là, il n'y a pas de quoi battre le tam-tam et danser. C'est une bonne chose qu'on y soit. Et encore, et encore, et encore. Une fois qu'on y est, on n'a pas de pouvoir. Le seul avantage que ça, c'est qu'on assiste aux discussions entre les 5 grands. Un spectateur. Un spectateur. On ne peut pas influer sur leurs décisions. On ne peut rien changer. Alors, voilà la situation. Il y a des pays qui comptent et des pays qui pèsent. Il y a les 5 membres permanents du Conseil de sécurité. Oui. États-Unis, France, Grande-Bretagne, Chine, États-Unis, France, Grande-Bretagne, Chine, Russie. Ce sont les pays qui pèsent. Ce n'est pas qui pèsent qui décident. Les autres, parce que quand vous dites qu'ils pèsent, il y en a qui ne pèsent pas. Mais ils n'existent pas dans ce conclave-là. Parmi ces 5 pays, toute décision fondamentale que prennent les Nations Unies, il faut que les 5 soient d'accord. S'il y en a un d'entre eux qui n'est pas d'accord, ce qu'on appelle le droit de veto, ça ne passe pas. C'est pourquoi je vous explique que le vote qu'il y a eu en Assemblée générale, où 198 pays ont voté pour la levée de l'embargo sur Cuba, 2 pays seulement ont voté contre, mais ça n'a eu aucun effet. Vous êtes en train de nous dire que le Sénégal est au Conseil de sécurité de l'ONU pour inaugurer les chrysanthèmes, en quelque sorte? Non, pour tenir la place que lui ont confié ses pairs, parce que c'était son tour. Voilà, c'est tout. Alors, maintenant, l'avenir du plan Sénégal émergent avec ce classement, est-ce que ce classement ne vient pas un peu, en quelque sorte, doucher les ardeurs du PSE? Non, parce que je crois que ce classement, il est ce qu'il est. Ça n'empêche pas la Terre de tourner. Il faut que le travail qui a été entamé, qui est en cours, soit mené à bonne fin. On a cru à la fin du monde quand on a vu ce classement. Soit mené à bonne fin. Mais c'est ça qu'il faut faire. Maintenant, votre question, voilà ma réponse. Maintenant, ma question à moi, c'est que, est-ce que le PSE est en train d'être déroulé comme prévu? Je ne suis pas tout à fait sûr, mais au-delà de cela, j'ai toujours dit que le PSE n'est pas la quintessence qui va amener le Sénégal à l'émergence. J'ai toujours dit que le PSE, c'est une succession de programmes, 27 ils disent, moi personnellement j'en ai compté 31, parce qu'il y a des A, B, C, etc., qui sont des programmes tout à fait isolés, étanches les uns parmi les autres. Tout ça ne reflète pas une vision prospective du Sénégal que nous voulons demain. Bien qu'on dise 2035, mais il n'y a rien dans ce document-là qui dresse la trame, qui nous permet de cheminer pour arriver à 2035 à l'émergence. Voilà mon point de vue et ça ne change pas. Bon, le PSE, si ces milliards sont empruntés, comme c'est fait, ça va permettre de financer des projets. Bon, ces projets vont exister, c'est très bien. Mais je ne suis pas sûr que, comme je vous dis, et puis il faut qu'on fasse attention. Le gouvernement, il ne faut pas que, voulant montrer aux Sénégalais, surtout d'ici 2017 ou 2019, que le PSE a fourni des résultats extraordinaires, qu'on s'emballe à emprunter à outrance comme on l'a fait avant-hier. Oui, il faut qu'on joue à fond la carte de notre signature. Mais oui, mais c'est ça le problème. Et puis en plus, il faut prendre la distance qu'il faut pour évaluer des programmes, des projets qui sont
les plus indiqués. Parce qu'il y a la pénurie. S'il y a la pénurie, il y a la pauvreté. Pour répéter votre mot, il faut choisir ce qui est le plus à même d'atténuer la pauvreté des gens. Moi, je dis, c'est bien. C'est bien. Les autoroutes qui sont programmées, c'est très bien. Les universités qui sont programmées, c'est très bien dans le principe. Mais ce n'est pas en construisant des bâtiments qu'on va dire que notre enseignement est amélioré. Il y a des préalables, il y a des bases, des fondements qu'il faut d'abord régler. Oui. Et ça ne me semble pas être le cas aujourd'hui. Je continue. De belles infrastructures, c'est très bien. Mais Pierre-Édouard, lorsque vous entrez aux parcelles, vous entrez à Thiaroye, vous entrez dans ces bleds-là, je crois qu'il y a besoin d'y mettre. Ne serait-ce que pour la mobilité dont on parle tant. Où les gens sortent de leur travail à 17h, arrivent dans la proche banlieue chez eux à 21h, 22h. C'est là qu'il faut investir parce que ce sont ces gens-là qui sont productifs. Les embouteillages, ils existent dans tous les pays du monde. Oui, mais il y en a plus ou moins selon les pays. Parce que quand on cherche des solutions pour les résoudre, on les résout plus ou moins. Le Sénégal autosuffisant en riz en l'horizon 2017, est-ce une vue de l'esprit ou bien vous pensez que c'est réalisable? 2017, je crois que c'est presque le moment où une femme qui tombe enceinte aujourd'hui va accoucher. Ça veut dire que c'est tout proche. Et franchement, moi, à l'époque, quand on a lancé ce slogan, parce que j'appelle ça slogan, et toujours, je reviens encore à ce problème de communication. C'est un programme pour le gouvernement. C'est un slogan. On veut frapper les imaginations. Mais si on avait dit 2020, peut-être. 2025, je dirais, c'est très possible. Mais c'est illusoire de se dire qu'en 2017, nous serons autosuffisants en riz. Mais le problème, ce n'est pas seulement de produire le riz. Comme je le dis encore il n'y a pas longtemps, c'est une chaîne qui a un début et une fin. Le début de la chaîne pour que cette production se fasse de manière rationnelle et économique. Parce qu'il ne faut pas qu'on nous produise du riz qui va sortir à 400 francs le kilo alors que nous l'importons à 200 francs. Ça, économiquement, financièrement, c'est accabler encore les Sénégalais. Donc pour le faire, il y a tout un tas de choses qu'il faut faire. La formation des producteurs, dégager les terres, l'aménagement des terres, le matériel. Et puis, une fois qu'on a produit, il faut penser à la chaîne de l'entreposage, etc. La commercialisation. Et là, oui, si Macky Sall a fixé cet objectif, c'est parce que tous ces préalables-là ont été respectés, non? Moi, je n'en ai pas connaissance. Justement, je voudrais savoir si je sais. Vous savez, je le disais l'autre jour, moi je visite, parce que je fais mes courses moi-même, pour savoir ce qui se passe dans ce pays-là. Vous allez, vous voyez dans un magasin les riz qui sont entreposés. Il y a le riz de la vallée qui est là. Moi, je me suis fait exprès de rester pendant 1 heure à observer. Personne n'a pris le riz de la vallée. Les gens prennent toujours le riz importé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a toute une formation, une sensibilisation. Il faut cultiver le consommer local. Et puis une éducation. Et puis la formation, parce que d'après ce que disent les ménagères, ça m'intéresse ce problème-là. La manière dont on cuit le riz thaïlandais, le riz machin importé, qui sont de vieux riz, ça va fatiguer, pour ainsi dire, et que les Sénégalais aiment. Ce n'est pas de cette manière-là qu'on cuit le riz de la vallée qui est un riz tout frais. Donc, il y a d'autres manières, il y a des choses à expliquer. Mais jusqu'à preuve du contraire, ce n'est pas fait assez suffisamment parce que moi, je pense que sur vos antennes à vous, les antennes de vos collègues, la radio, les choses comme ça, plutôt que de faire de la publicité sur ces choses-là, ces slogans, tout ça là, je crois qu'ils devraient acheter, n'est-ce pas, des minutes ou des, pour passer ces messages-là. C'est ça qui concerne les Sénégalais. Et aimeriez-vous entendre le président de la République dire si cet objectif-là n'est pas atteint, je ne me représenterai pas ou bien je ne me présenterai pas en 2017, comme l'a fait François Hollande à propos du chômage en France? Vous disiez que le président n'est pas François Hollande. Le président Macky Sall n'est pas François Hollande. D'une part, et d'autre part aussi, je ne crois pas que le problème du chômage, le problème de l'autosuffisance en riz soit aussi fondamental que la résorption du chômage. Bon, mais laissons ça de côté. Mais vous voulez que je vous dise mon point de vue? Oui. Même s'il y avait un tremblement de terre au Sénégal,
le président Macky Sall serait candidat. Alors, donc, Contre vents et marées. il ne faut pas imaginer des situations ou des choses. Non, il sera. Donc, ce serait un engagement fort de sa part. Et depuis, peut-être pas, parce qu'il y a eu un moment où c'était l'installation au pouvoir, n'est-ce pas, pour faire le tour de la maison, le tour du propriétaire, n'est-ce pas, le jardin, tout ça. Une fois que c'est fait, depuis lors, c'est la mire, c'est les élections présidentielles à venir, 2017 ou 2019. Une bonne transition pour parler de l'engagement en politique du ministre de l'économie et des finances, Amadou Ba. Vous, en tant qu'ancien à ce poste-là, qu'est-ce que vous en pensez? Un ministre des Affaires, un ministre de l'économie et des finances, doit-il faire de la politique? Je vais vous dire quelque chose, et je vais citer un nom, c'est rare. Mais quand c'est une chose bien, je n'hésite pas à citer un nom. Lorsque j'ai été nommé secrétaire d'État aux finances, auprès du ministre de l'économie et des finances en 1986, ma hantise, c'était que, parce qu'il m'a nommé, le président de la République presque m'oblige à m'engager en politique. C'était vraiment ma hantise. Ce que les gens ne comprendront pas aujourd'hui, maintenant que je suis chef de parti politique. Pourquoi dans la vie, il faut jamais dire jamais. Et tout de suite après, au cours d'un entretien que j'ai eu avec le président Abdou Diouf, parce que c'est de lui qu'il s'agit, il me dit, Moussa, je vais te dire une chose. Il y a certains ministres, je n'ai jamais voulu qu'ils fassent de la politique. Il m'a parlé du ministre des Finances, il m'a parlé du ministre du Commerce, il m'a parlé du ministre des Affaires étrangères. Parce qu'il me dit leurs fonctions et leurs missions sont incompatibles avec l'engagement politique. C'est quoi le risque quand on fait de la politique en exerçant ces ministères? Et il m'a cité un exemple de quelqu'un dans ce cadre-là qui il y avait un accord entre eux pour ne pas faire de la politique, mais qui par la suite, pour des raisons qu'il ignore, lui, le président Abdou Diouf, s'est engagé en politique et ça a conduit à un fiasco. Et moi, j'ai fait 8 ans au ministère des Finances. Je sais, dans mon intime conviction, que ce n'est pas compatible avec l'action politique, l'action partisane. Parce que quand tu dis l'action politique, c'est partisan, c'est dans le cadre d'un parti. Quels sont les dangers? Les dangers, c'est de ne pas rester à égale distance entre tous les Sénégalais. Parce que faut dire les choses telles qu'elles sont. Un ministre de la République, le président de la République, ils doivent être là pour l'ensemble des Sénégalais. Ils ne peuvent pas, ils ne devraient pas être là pour tel, comme je répète encore, parce qu'il est de mon parti, il est de ma mouvance, il est de mon ethnie, il est de ma région, il est de ma ville, etc. etc. S'ils le font, ils ont trahi leur mission fondamentale. Mais quoi de plus normal que de soutenir un président qui vous a nommé à ce poste? Oui. En achetant la carte de son parti. J'y viens. J'y viens. Dans ce cas-là, il y a des ministères qui peuvent se prêter à cela. Mais à condition aussi que le ministre puisse faire la différence entre son action politique et... Le ministre de la Culture peut faire de la politique, c'est mon point de vue. Un ministre des Sports peut faire de la politique. Mais un directeur des bourses ne doit pas faire de la politique. Un ministre des Finances ne doit pas faire de la politique. J'aime beaucoup Amadou Ba. Il est arrivé au ministère des Finances, jeune inspecteur des impôts. Je l'ai accueilli. Je l'ai adoré. En tant qu'individu, en tant que personne. Mais, personnellement, ce n'est pas bon parce que c'est ce que j'ai vécu. J'ai reçu plusieurs demandes, plusieurs assauts de politique de l'époque qui me demandaient des choses que je ne jugeais pas conformes à ma mission de ministre des Finances. Quoi? Financer le parti, par exemple? Non, pas le parti, mais des problèmes personnels ou des problèmes de choses. Il y en a même qui m'ont accusé, oui, mais tu as soutenu mon concurrent politique dans telle région. Alors que ce fameux concurrent, soi-disant, c'était un dossier clair, un dossier républicain qu'il avait. Vous savez, Pierre-Edouard, j'aime beaucoup, même trop parler
de la dimension d'homme d'État. C'est extrêmement important. Parce que si on n'a pas cette dimension-là, on est chef de clan, on est chef de groupe, on est chef de parti, on est chef de... Or, tu ne peux pas être président de la République, ministre de la République et être un chef de ces genres-là. C'est pourquoi, d'ailleurs, dans le cadre des assises nationales, on a voulu couper le cordon ombilical entre le président de la République et son parti. Cette dimension d'homme d'État est-elle en train de perdre de sa superbe au Sénégal? Beaucoup, trop. Oui, une bonne transition également pour parler de la situation de blocage à l'Assemblée nationale. Vous, comment vous observez cette question-là de loin, mais en tant qu'homme politique, quel est votre point de vue? Pierre-Edouard, c'est parce que je vous aime bien que je vais en dire quelques mots. Mais ça vous laisse indifférent? Un de vos confrères, il y a très peu de temps, je lui dis, j'en parle pas. C'est ce que je vous disais tout de suite là à propos d'homme d'État. Cette affaire-là qui se passe entre les différents protagonistes, Serigne Saliou Mbacké Baye baax bi doon na wax à un moment donné à propos d'un sujet mu ni ñoomi neen la fii tamit ñoomi neen la. Ceux qui étaient ensemble hier sont devenus, je ne dirais même pas adversaires, des ennemis aujourd'hui. Et ils sont devenus amis de ceux qui étaient leurs ennemis hier. Moi, je suis perdu dans cette affaire-là. Mais je ne regrette pas. Vous savez pourquoi? Parce que ce n'est pas un problème, de mon point de vue, qu'ils m'excusent ces gens-là, qu'ils me pardonnent. Ce n'est pas un problème qui intéresse les Sénégalais. Mais sauf que là, c'est le théâtre des opérations qui pose problème. L'Assemblée nationale, ils ne l'ont pas fait dans le siège de leur parti respectif. Si l'Assemblée nationale nous avait habitués à être rigoureuse, sérieuse, productive, on aurait dit, ouais, c'est dommage. Mais en fait, c'est la continuation de balai, qui, comme tout à l'heure, j'ai assisté là, avant notre émission, là, ceux qui étaient sur votre plateau, là, n'est-ce pas? Sandiogou et compagnie. Ce n'est ni plus ni moins que cela. On joue l'arlésienne à l'Assemblée nationale? Plus que l'arlésienne, il y a de tout. Il y a la polka, il y a tout. Alors, la polémique également autour des ordures. Vous, rapidement, quel est votre point de vue là-dessus? Là aussi, pour être objectif, hein, vraiment, je n'ai pas connaissance d'un pays au monde, que ce soit les plus développés jusqu'à nos pays de la sous-région, parce que je les connais. Comme je vous dis, j'ai passé 15 ans de ma carrière à les parcourir. Connaissance d'un pays où le problème des ordures est géré par le gouvernement, par l'État. Partout dans le monde, le problème des ordures, c'est un problème qui est géré par les communes, ou alors en tout cas l'ensemble des communes, en tout cas par les collectivités locales. Alors, là aussi, c'est déplorable. Vous savez, moi je calcule, chaque semaine, tous les 15 jours, on a un événement qui se passe dans le pays et qui capte tout l'espace public. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'Assemblée, ce qui se passe, qui n'est pas achevé. Bon, il y a eu les pays pauvres. Bon, là, c'est ce phénomène-là. Mais franchement, je ne suis pas sûr que ça vaille le coup. Et je pense qu'il faut laisser. Au-delà même de la commune ou de communauté de communes, je pense que ici à Dakar en particulier, chaque commune, chacune des 19 communes actuelles devrait avoir en charge le ramassage des ordures à son niveau. Sauf que là, c'est le nerf de guerre qui est en jeu ici. On parle de 12 milliards de mais francs CFA. c'est le problème qui se pose, 10-12 milliards, mais c'est le problème qui se pose, c'est-à-dire on fait passer les intérêts crypto-personnels, les intérêts partisans, avant les intérêts de la population. C'est ça qu'il s'agit. Alors, donc, ce genre de querelle-là, vous savez, moi, je ne veux pas y entrer parce que, franchement, c'est stérile, parce que ceux qui le font, ils savent bien ce qu'ils font. Il est important, dans le cadre de débats ou d'émissions comme celle que nous faisons, d'essayer d'éclairer sur certaines choses. Mais on éclaire des gens qui sont dans l'obscurité. Mais quand ces gens-là sont aussi éclairés, sinon plus que vous, à quoi ça sert de leur dire les choses? Ils savent. Ils font ce qu'ils veulent faire, mais ça, ce n'est pas bon parce que ce n'est pas l'image d'une bonne gouvernance, ce n'est pas l'image d'une bonne démocratie, et ce n'est pas l'image aussi d'une économie qui veut se placer dans le cadre de l'émergence. Le terrorisme arrive-t-il à grands pas au Sénégal?
Non, on est encore quand même relativement sauvegardé parce que bon, ces phénomènes-là qu'il y a eu il y a quelques jours, tout ça, pour important qu'ils puissent être, Vous avoir peur. n'ont rien à voir avec ce qui se passe ailleurs, hein, Oui. aux frontières du Burkina, le Mali, le Niger, le Tchad, etc. Bon, je ne parle pas de Boko Haram et tout cela. Mais il faut être vigilant. Il faut être vigilant et il faut vraiment que les gens arrêtent. Ce n'est pas parce que quelqu'un est un imam, ce n'est pas parce que quelqu'un est un érudit, même s'il l'est, qu'il doit sortir du cadre de la loi. Nous sommes une république. Et il faut que les gens restent dans le cadre de la loi. Je ne peux pas accepter, moi, Moussa Touré, sénégalais, républicain, qu'on puisse dire c'est un bon imam, c'est un grand musulman, c'est un grand... Mais ceux qui se battent là-bas, au Proche-Orient et partout, c'est des grands musulmans, n'est-ce pas? C'est des imams, des mouftis. Est-ce que c'est une garantie de leur intégrité morale, philosophique? Alors qu'on arrête. Et moi, je suis tout à fait d'accord que l'État prenne des mesures même plus vigoureuses que celles qu'il vient de prendre pour empêcher, je ne dis pas éradiquer parce que ce n'est pas encore notre sol, éradiquer cela. La deuxième chose que je voudrais ajouter, c'est que le Sénégal est sauvegardé jusqu'à présent. Et même si on a quelquefois quelques petites critiques à faire sur notre islam confrérique, avec non pas les chefs religieux, les vrais, les grands, mais les petits marabouts qui tournent autour, hein, qui ont des pratiques qui ne sont pas recommandables, ça nous sauve en tout cas sur ce plan-là, parce que c'est cet islam confrérique-là qui constitue un bouclier qui ne permet pas à ce genre de pratiques terroristes d'entrer au Sénégal. Mais il faut rester vigilant. Oui, il faut redoubler de vigilance. Tout à fait. Merci en tout cas Moussa Touré, président de Citoyens pour l'éthique et la transparence, cette Djerigne Samareu, ancien ministre de l'économie, des finances, du plan et du commerce et ancien président de la commission de l'UEMOA. Merci d'être venu donner votre point de vue sur les questions économiques surtout qui touchent notre pays. Merci infiniment. C'est moi qui vous remercie, Pierre-Edouard, et je vous souhaite un excellent dimanche. Merci. Avec tous vos collègues de Walfadjri. Pareillement. Et bon courage encore. Merci, merci beaucoup. Merci. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Rendez-vous dimanche prochain. Au revoir. Gorilla,